C'est une baffe dans la figure, c'est joli, c'est sauvage, t'as la mer d'un côté, la montagne de l'autre côté. J'ai d'abord débarqué à Macao, j'avais déjà un nom dans le monde de l'apnée, parce que c'était vraiment tout dit quand on a repris. Même si c'est les deux investisseurs étrangers qui ont tout mis, qui ont mis tout l'argent, mais eux sont dedans, ils ont quand même 60% des parts. Mon compte en banque qui diminuait, et j'ai dit oui. Tu t'appelles comment? J'appelle. Tu es né où? Liège. J'ai fait l'UNIF en gestion et en parallèle, je faisais aussi des cours pour devenir instructeur de plongée. J'ai un peu tout fait en parallèle parce que j'avais quand même dans l'idée de travailler dans le monde de la mer, de la plongée, l'océan. Chaque fois que j'avais des vacances, j'en profitais pour aller soit en Égypte, en Turquie, où j'allais faire des stages de plongée d'une semaine, 10 jours avec des amis. Et j'ai trouvé ce truc-là tout à fait génial, quoi. Franchement, d'être sous l'eau, le monde de la mer, le monde du silence. J'ai été baigné aussi par les reportages du commandant Cousteau. C'est un peu ça qui m'a donné l'amour de tout ce qui est aquatique. Et quand j'ai eu l'opportunité de partir en Asie, j'ai dit, voilà, je me donne 1 an ou 2 ans pour me préparer. Et puis dans 2 ans, je laisse tomber mon boulot, je liquide un peu mes affaires en Belgique, et puis j'arrive en Asie. Voilà. J'ai d'abord débarqué à Macao. Et de Macao, j'ai travaillé pendant 4 ans dans un show aquatique, Cirque, comme le Cirque du Soleil. J'étais plongeur tech, plongeur de sécurité pour un des plus gros shows aquatiques mondiaux. Ça s'appelle The House of Dancing Water. Il y a moyen de trouver ça sur Internet, sur YouTube. Ça existe encore pour le moment. Donc c'est vraiment un superbe show aquatique dans le milieu de l'eau en fait. Ouais. Et là, j'étais comme plongeur technique. Et de Macao, comme on n'est pas loin de tout, on est au centre de l'Asie, j'avais des collègues qui travaillaient aux Philippines. Je disais, c'est comment les Philippines? Est-ce que pour la plongée, ils m'ont dit c'est magnifique, ils m'ont donné quelques endroits, dont Moalboal, et c'est comme ça que je suis débarqué à Moalboal. D'accord. Je suis arrivé d'abord en vacances, pour un peu repérer, je suis resté 1 semaine et j'ai dit waouh, c'est génial. À ce moment-là, il n'y avait pas d'ATM, les routes, il n'y avait aucune route goudronnée, sauf la route principale, des petites huttes en bois, en bambou un peu partout. Donc vraiment un petit village de pêcheurs. Je suis arrivé à Macao en 2009 et je suis resté pendant 3 ans et demi. Et après, je faisais des allers-retours entre Macao et les Philippines parce que j'ai ouvert mon centre de plongée en apnée vers 2012 ici. Et entre 2012 et 2014, je faisais des allers-retours Macao, Cebu, Macao, Cebu, Macao, Cebu, quasiment tous les mois. Et quand j'ai vu qu'il y avait un public et des clients pour faire les cours d'apnée, je suis venu m'installer définitivement ici, courant 2014, fin 2014. Puis voilà, ça s'est développé. J'ai eu de plus en plus de clients. Le centre, ça a super bien marché. Et en quoi ça consiste, la plongée en apnée? C'est un peu comme la bouteille, comme descendre en plongeant en bouteille, mais tu n'as pas d'équipement, donc tu es libre de descendre plus facilement. Tu n'as pas besoin d'une bouteille, d'un BCD, d'un régulateur, c'est vraiment beaucoup plus simple. Avec une bouteille, on reste peut-être 20 minutes sous l'eau. Avec une bouteille, tu fais des plongées qui font 40, 45 minutes, voire 1 heure, ça dépend un peu de la profondeur. En apnée, c'est des petites apnées d'1 minute, 2 minutes maximum, 3 minutes pour les meilleurs. Sans spécialement aller beaucoup plus profond, c'est juste pour la découverte, pour le plaisir d'être dans l'eau. Comme on donne des cours, on est comme une école de plongée en apnée, donc là, quand on donne des cours, on apprend aux gens à aller un peu plus profond. Donc le premier brevet, on essaie de les amener entre 5 et 10 mètres. Le deuxième brevet, on les amène entre 12 et 20 mètres. Le troisième, maximum 30 mètres. Et le brevet 4, c'est jusqu'à 35, 40 mètres à peu près. Et le brevet d'instructeur, ça va peu au-delà. Donc progressivement, on apprend des techniques aux personnes pour aller plus profond, mais en étant plus safe aussi, parce que la profondeur nécessite un peu plus de sécurité également. Est-ce qu'on a le temps de voir le paysage aquatique? Oui, bien sûr. En même temps, ouais, d'accord. Oui, quand on descend, quand on fait des descentes relax le long du riff à 10 mètres, 15 mètres, ça peut faire des apnées qui font 1 minute 30, 2 minutes total, aller-retour. On a tout à fait le temps de regarder ce qui se passe autour. Il y a de plus en plus d'apnéistes qui descendent avec leur GoPro et qui arrivent à faire des superbes petites vidéos. Non, c'est assez intéressant. Bon, la seule fois où j'ai entendu parler d'apnée, de plongée en apnée, c'est en regardant le Grand Bleu. Donc on descend le long d'un fil, c'est ça? Ouais. Alors, c'est un peu, moi je fais un peu partie de cette génération Grand Bleu. C'est un peu comme ça que j'ai commencé le sport et la plongée et l'apnée. Donc j'ai vu ce film-là, j'ai dit waouh, c'est génial, c'est la compétition, ça donne envie, quoi. Donc je m'y suis mis. Et là, effectivement, dans le Grand Bleu, c'est plutôt basé sur la compétition. Donc les gens descendent le long d'un câble, une corde, et le but c'est d'aller le plus profond possible.
Alors maintenant, dans le monde actuel, il y a beaucoup de compétitions toutes les semaines. Il y a des compétitions qui se font un peu partout dans le monde. Et l'objectif, c'est en piscine de rester le plus longtemps possible en apnée statique, soit de prendre des palmes et faire la plus longue distance en bassin, ou alors aller en mer et c'est faire en différentes disciplines, aller en profondeur. Donc soit à la palme, soit à la monopalme, soit en tirant sur la corde. Donc c'est les différentes disciplines qui existent en compétition. Voilà, mais les gens doivent s'entraîner. Il y a des sportifs de très haut niveau qui s'entraînent très, très, très sérieusement et qui descendent à des performances. C'est au-delà des 130 mètres maintenant, presque 140 mètres. Hein. Combien de temps alors il reste? Alors l'aller-retour, c'est entre 3 et 4 minutes quand même. Donc, mais c'est un niveau, pour moi, c'est même plus de l'apnée, j'appelle ça de l'apnée extrême. C'est vraiment basé sur la compétition, sur les performances réalisées. Donc voilà. Ici, dans l'école, quand on enseigne l'apnée, c'est plutôt l'apnée loisir, l'apnée récréation. Même si on emmène les gens profonds, entre 30 et 40 mètres, ce qui est très profond, on le fait d'une façon relaxe, sans forcer. Voilà. Et de temps en temps, j'ai des élèves qui sont un peu meilleurs que les autres. Et on leur conseille, voilà, tu devrais faire de la compétition parce que tu es quand même assez doué. Évidemment, il y en a certains qui se lancent dans la compétition et après quelques années, ils arrivent à des 80, 90, 100 mètres. Voilà. Donc tu es venu ici en vacances pour faire du repérage, c'est ça, aux Philippines? Voilà, il n'y avait pas encore de centre de plongée en apnée, alors, ça n'existait pas? Ça existait, il y en avait, mais pas encore tout à fait développé. Surtout basé avec des centres de plongée. Et pas ici en tout cas? Ici, à Moalboal, en fait, si. C'est pour ça que j'ai choisi Moalboal, parce qu'il y avait un ami, il n'est plus là pour le moment, mais qui avait son petit centre d'apnée. Alors, j'ai été le trouver et j'ai été faire une ou deux sessions avec lui. Je me dis, wow, c'est bien, c'est quand même, il y a un potentiel ici. Et puis voilà, ça a pris le temps un peu de nourrir le projet. Et progressivement, j'ai commencé à amener des gens ici pour faire des cours. Et puis, à un moment, je dis, voilà, on va créer la société. Je me suis associé avec d'autres personnes et on a créé la petite compagnie. On a investi dans du matériel. On a loué un endroit pour avoir notre base, hein, parce qu'il faut quand même bien une base pour les locaux, pour les cours, pour le matériel. Et voilà, tout doucement, on s'est développé. Donc, au début, on travaillait principalement avec des resorts. Donc, on amenait nos clients dans les resorts. Ça remplissait les resorts. Les resorts étaient contents de nous voir arriver. Et puis moi, ça m'a amené des gens dans des resorts face à la mer. Assez sympa. Et comment tu te fais connaître? Maintenant, les réseaux sociaux, c'est quand même un outil assez intéressant. À l'époque, je veux dire, on était encore dans les balbutiements. Hein. Ça existait déjà, évidemment, les sites internet et tout ça, mais ça ne marchait pas encore comme maintenant avec tout ce qu'il y a comme médias possible. J'avais déjà un nom dans le monde de l'apnée, donc ça m'a permis de m'expatrier, de un peu vendre, capitaliser sur mon image, sur mon expérience en tout cas. Ouais. J'ai déjà énormément d'expérience en apnée, j'avais battu des records, je faisais partie de l'équipe nationale, j'ai été directeur de l'éducation chez AIDA. Ça m'a permis un peu d'attirer du monde et de développer de façon sécuritaire l'éducation aussi de l'apnée en Asie. Ça demande un investissement important en temps. En temps surtout, mais l'investissement de base, évidemment, il faut acheter du matériel, c'est pas donné, des combis, des pannes, il faut louer des endroits, effectivement. Donc là, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un ou deux partenaires avec soi pour investir, avoir le capital de base et puis commencer à démarrer. Donc on a commencé petit et on s'est développé au fur et à mesure. Et quand tu parles de partenaires, ce sont des partenaires philippins obligatoirement? Alors, quand on crée une société aux Philippines, oui, tu es obligé. C'est la loi, c'est comme ça. Donc, les étrangers ne peuvent pas avoir plus de 40% de départ d'une compagnie. Et 40%, je pense qu'il faut 2 étrangers. Ils ont peut-être changé les lois récemment. Mais enfin, voilà, à l'époque, on avait 2 étrangers et les 2 étrangers ne peuvent pas avoir plus de 40%. Et les 3 autres, donc c'est des compagnies de 5 personnes, la compagnie que l'on a choisie en tout cas, 5 personnes, il y en a 3 qui doivent être philippins, donc avec 60% départ. Ouais. Et ils investissent à hauteur de leur part Alors là, c'est un peu Normalement, ils ont 20% départ, effectivement, mais c'est des personnes que l'on connaît, des personnes de confiance qui viennent. Ils donnent leur nom et ils nous aident à développer le business. Même si c'est les 2 investisseurs étrangers qui ont mis tout l'argent, mais eux sont dedans, ils ont quand même 60% départ et ils ont quand même des avantages dans l'histoire.
Ouais. Et ils ont donc du coup chacun 20% des bénéfices Non, parce qu'ils Non, ne travaillent mais- pas dans la compagnie. C'est Mais ils la font compagnie, partie ouais. pour les conseils d'administration. Chaque année, on a un board meeting. Ben voilà, ils sont là, Ok. ils viennent. C'est l'occasion de se retrouver. Il y en a, c'est des amis, c'est des gens qu'on connaît, à qui on a confiance. Donc voilà, donc, c'est vraiment important d'avoir des partenaires fiables. Et par la suite, si on doit encore se développer, ben là, on n'est pas contre d'avoir des locaux parmi ces partenaires-là qui viennent investir avec nous. C'est même encore mieux en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et comment trouver un partenaire fiable? C'est... Un peu comme partout, un Ouais. peu comme en France, comme en Europe. Voilà, c'est de la confiance, c'est des gens que l'on connaît. Quelqu'un que tu connais depuis 10 ans ou depuis 20 ans, bah, tu sais que voilà, tu connais la personne. Mais quand tu arrives aux Philippines, tu quand te tu arrives dis, aux je veux créer Philippines- une entreprise, tu connais pas forcément. Non, là déjà, tu dois aller trouver des avocats. Tu dois aller un peu te renseigner. Hein. Tu trouves beaucoup d'informations online. Toujours prendre beaucoup d'informations. Ne pas hésiter à trouver 2 ou 3 avocats pour avoir de différents avis. Il y en a qui seront plus spécialisés que d'autres. Donc ça te coûte un petit peu, mais pas exceptionnellement beaucoup. Donc tu as monté le projet, tu as créé ta société. Voilà. Ensuite, tu as mis en place les infrastructures. On a avec Et- ma collègue, on a mis en place les infrastructures. Tout à fait. Donc, on a trouvé un endroit à rénover. C'était un emplacement qui est sur Panaxama. Et on dit, ben voilà, on va louer cet endroit-là. On a dit, ben voilà, on va engager une équipe de carpenters, d'ouvriers pour faire les rénovations. Ça a pris 4-5 mois pour faire les rénovations. Et après, on était opérationnel face à la mer. Et aujourd'hui, quelles sont tes activités? Si on fait le total de l'ensemble des activités Alors, de la société. Alors, ce qui s'est passé en 2018-19, le centre était super prospère, on marchait super bien, et puis Covid est arrivé. Donc, on a dû fermer l'antenne qu'on avait, enfin, le centre que l'on avait juste sur Panaxama, et on a transféré dans un autre endroit avec un resort, parce qu'on ne savait plus payer le loyer, vu qu'on n'avait plus aucune rentrée, on ne savait plus payer le loyer de l'emplacement. Pendant 2 ans, ça a été dur. Que j'ai perdu tous mes instructeurs, sont rentrés chez eux parce qu'il n'y a plus de travail ici. Ça a été beaucoup de moments de doute, des envies de retourner en Europe pour recommencer un boulot et recommencer à gagner sa vie. Parce que là, je voyais mon compte en banque qui diminuait, et j'ai dit oui. Voilà. Alors, juste un peu avant le Covid, c'était une bonne chose et une mauvaise chose également. À peu près 8 mois avant, le bâtiment dans lequel on se trouve, c'est un truc que j'ai rénové aussi. Donc j'ai loué tout le building et le but c'était de faire un hôtel. Donc un hôtel avec 7 chambres pour accueillir mes apnéistes, donc avec un petit restaurant à l'arrière. Donc voilà, on a fait tous les travaux et au moment où ça a ouvert, Covid, boum. Alors vraiment, ici, avec tous les investissements qu'on a fait, parce que c'était vraiment un taudis quand on a repris, on a vraiment tout transformé. En location. Oui, donc là, la location, il a fallu continuer à payer la location, il a fallu continuer à payer l'électricité, à payer les charges. J'avais quand même quelques employés que je ne peux pas virer, donc on les a gardés. Donc voilà. Donc ça a été 2 ans vraiment difficiles. Alors, vers 2021, à peu près, on était encore en plein dans le Covid, ça devenait un peu plus light, on va dire. Ici, c'était 2 chambres. On a décidé de transformer. Et voilà, j'avais encore un petit peu quelques économies. Et voilà, on va prendre un gros risque. On va transformer les 2 chambres en un coffee shop pour vraiment attirer les gens. Et je crois que c'était la bonne chose à faire. Donc ici, il y a quand même pas mal de monde qui vient. On a un autre truc de restauration. Donc c'est un business tout doucement qui a recommencé à regrandir. Et ça me permettait un peu d'équilibrer. Je commence à avoir quelques cours au niveau de l'apnée. Donc les gens commencent à revoyager. J'ai d'abord travaillé beaucoup avec les locaux. Les foreigners ont commencé à revenir. Donc voilà, tout doucement, on se redéveloppe. On est encore loin du niveau avant Covid. Vraiment assez loin. J'espère que ça va y revenir, mais ça prendra peut-être encore 1 an ou 2. Mais ça se développe. Je vois que le tourisme commence à revenir. Et d'où viennent les clients? Alors, un peu partout dans le monde. Franchement, Des Philippines?
Beaucoup des Philippines, ouais. je veux dire, on a c'est peut-être 30% de notre clientèle. D'accord. Ici, dans l'hôtel, même plus, hein, c'est 40-50% des clients, ce sont des locaux, des gens qui viennent le week-end, passer le week-end ici, puisque c'est comme une station balnéaire, moi le voile, donc ils viennent de Cebu City. Il y en a qui viennent passer le week-end parce qu'avec les avions, on est au centre de tout ici, donc c'est assez facile d'accès. On a quand même pas mal d'Européens, Américains de temps en temps, beaucoup d'Australiens. L'Australie n'est pas très très loin non plus. Des Asiatiques aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc Coréens, les Chinois un petit peu moins pour le moment à cause des tensions diplomatiques entre les Philippines et la Chine. Les Chinois étaient nos clients principaux et il y a beaucoup de Chinois qui venaient pour la plongée parce que c'est réputé pour être un des meilleurs spots de plongée dans les Philippines. Donc je parle plongée, scuba et apnée. Je donne les deux disciplines à ce moment-là. Donc voilà, les Coréens pour le moment, ceux qui sont en majorité, il y a beaucoup de Coréens qui viennent. Pourquoi est-ce qu'ils viennent aux Philippines? Pour eux, c'est pas trop cher. Et puis c'est un peu le soleil, ils n'ont pas beaucoup de jours de congé par an, donc quand ils viennent, ils ont vraiment envie d'être tranquilles, donc ils vont dans des resorts qui coûtent beaucoup plus cher, ils ont vraiment envie d'avoir la paix, ils sont peinards, ils en profitent, ils profitent de la plongée, donc voilà. C'est bien d'avoir un peu de Coréens et les Chinois, j'espère qu'ils vont revenir rapidement. Beaucoup de Taïwanais. Alors sur Taïwan, c'est une île qui est aussi magnifique, mais il y a des saisons. Donc à partir de novembre, décembre, janvier, février, c'est la mauvaise saison pour eux. Donc tous les moniteurs des centres de plongée, plongeurs en apnée, ils viennent ici, aux Philippines. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bonnes conditions. Ils viennent avec leurs élèves, ils restent pendant quelques semaines, 1 mois, 2 mois. Il y en a qui restent chez nous aussi pour donner des cours. Donc voilà. Oui, d'où viennent les moniteurs? Alors les moniteurs, quand on a commencé, évidemment, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il a fallu les former. Donc voilà, un énorme boulot à la base. Quelqu'un, une fois qu'il est niveau 2, il doit aller niveau 3, il doit aller niveau 4 et il devient moniteur. Quelqu'un qui est très motivé et qui est très fort, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Donc voilà, il a fallu investir un petit peu dans la formation des moniteurs et des bons moniteurs, on va dire, et voilà, ça prend du temps. Il y a de plus en plus d'apnéistes et de plus en plus d'instructeurs de différentes organisations. Donc ça se développe très bien, surtout pour une question de sécurité. Moi, quand j'ai besoin d'engager quelqu'un, je fais une annonce, voilà, j'ai besoin d'un instructeur qui peut parler chinois ou qui peut parler coréen ou qui peut parler français. Je fais une annonce et après quelques jours, j'ai beaucoup de demandes. D'accord. Donc voilà. Donc on peut venir chez toi et demander à un instructeur qui parle français, c'est possible? Tout à fait. Ouais. Là, on a un instructeur qui est là depuis 3 ans maintenant. Il parle italien, espagnol, français. Il parle encore certainement d'autres langues que je ne connais pas, mais il est assez polyglotte. Mais voilà, on va encore redévelopper. Je vais bientôt engager un instructeur philippin. C'est un peu ce qui manquait pour le moment. Mais voilà. Et aujourd'hui, la société compte combien de collaborateurs? Alors, au niveau de l'apnée, de nouveau, je suis avec ma collègue qui elle est en France pour le moment, qui nous aide à développer un petit peu, à attirer un peu les clients vers les Philippines. J'ai une secrétaire qui commence à monter en grade aussi, qui s'occupe un peu de tout, donc, parce qu'on a de plus en plus de boulot. On va probablement devoir en reprendre une seconde qui va être plus spécialisée pour certains types administratifs ou la gestion des bookings par exemple, parce que tout se fait online maintenant, c'est beaucoup plus facile. J'ai aussi un boat captain. Donc, comme on a un bateau, il faut quand même un boat captain qui est licencié aux Philippines. Même si j'ai une licence de pilote pour les bateaux, ici je n'ai pas l'autorisation de conduire mon propre bateau, donc il me faut un boat captain. Donc voilà, donc le boat captain, et quand on a beaucoup de monde, il y a aussi un assistant au boat captain. Donc toujours 2 personnes à bord. J'ai un instructeur et aussi moi-même. Voilà. Donc on espère se redévelopper. D'ici peut-être 1 an, j'aurai peut-être 1 ou 2 instructeurs supplémentaires. Voilà. Plus staff administratif qui va devoir suivre également. Et au niveau de l'hôtel, hôtel-restaurant, on est 10 employés. Donc pour s'occuper de l'hôtel, des chambres, du restaurant et du coffee shop. Donc aujourd'hui, tu as une offre complète, Oui. à la fois de plongée en apnée, d'hébergement et puis de restauration. Voilà. Il me semble que tu n'as pas l'expérience de la création d'entreprise en Europe, mais est-ce que c'est plus facile en Europe selon j'ai toi un petit ou peu plus facile d'expérience. Ouais, d'accord. Ouais. Alors Mais c'est intéressant. j'ai pas créé d'entreprise, mais bon, voilà. Je travaille pour des PME.
Et donc voilà, j'ai vu un peu les difficultés en Europe, mais l'avantage en Europe, c'est que tout est bien spécifié, tu sais comment faire, tout est bien organisé. Par contre, ici, quand tu arrives, c'est un peu le brouillard. C'est pour ça que la remarque que je disais tout à l'heure, se renseigner, prendre beaucoup d'informations, ne pas se jeter tête baissée dans un truc sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc, vraiment important de faire sa petite étude. Ça prend une semaine, peut-être plus, mais au moins, c'est du temps qui n'est pas perdu. Voilà, ah, ça je ne savais pas, ah, ça je viens de découvrir. Et tu poses des questions, tu trouves beaucoup de trucs sur Internet, tu poses des questions à des avocats. Si tu commences à travailler avec des avocats, ben, voilà, c'est les premières personnes de contact qui vont te donner des bonnes informations. Mais rien ne t'empêche de toujours poser des questions un peu plus en détail pour savoir vers quoi tu vas. Et malgré tout, même avec ça, on arrive quand même à faire des erreurs. Surtout aux Philippines, il faut savoir que je pense que c'est pas qu'aux Philippines, mais je ne sais pas pourquoi, ils sont friands d'administratif. C'est laborieux. Vraiment, quand il faut commencer à avoir des papiers, aller dans les administrations, bon, ici, chaque fois qu'il faut aller à l'administration quelque part, c'est Cebu City. Alors Cebu City, 3 heures minimum de route, plus le trafic sur place. Et une fois que tu arrives, tu as beaucoup de monde qui attend devant toi. La personne à qui tu discutes n'est pas spécialement au courant de tous les détails. Donc on va parfois te donner des mauvaises informations. Et voilà, pour ce papier-là, il vous faut ce papier-là. Ok, tu vas à un autre endroit. Mais pour avoir ce papier-là, il faut encore un autre papier. Et c'est ainsi de suite. Tu ressors chaque fois avec des listes et des listes et des listes. Donc au début, pour gagner pas pour gagner du temps, mais pour gagner de l'argent, je me disais, je vais le faire moi-même. Je vais apprendre le système pour le faire moi-même. Donc par exemple, pour simplement les visas de travail des gens qui voulaient travailler chez nous, quand on engage un étranger ici, il faut un visa de travail, c'est légal. Donc pour obtenir ce visa de travail, c'est super laborieux. J'ai fait un point d'honneur de le faire moi-même. Donc pendant les quelques premières années, c'est moi qui faisais toutes les démarches, qui allais trouver tous les avocats pour faire la notarisation, aller à l'office du travail, aller au bureau de l'immigration, et voilà. Et ça prenait 1 mois, 2 mois, avec tous les papiers. Même si on a tout, ça prend 1 mois à 2 mois, plus les interviews et tout ça. Et en général, ça marchait. Parce que je connaissais le principe, la procédure. J'arrivais même parfois au bureau d'immigration. La dame qui s'occupait de notre dossier à l'époque, elle m'a dit, il est où votre représentant? Je dis, je fais ça tout seul. Regardez d'un air étonné, il dit, comment un étranger peut faire ça tout seul? Et voilà, simplement parce que je me suis renseigné et j'ai regardé les procédures et j'ai un peu bûché dessus. Et maintenant, non, je ne ferai plus. C'est vraiment, c'est encore pire qu'avant. Les procédures sont de plus en plus compliquées et beaucoup plus chères. Donc maintenant, pour obtenir des visas, c'est vraiment très, 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 très cher. Et sinon, la vie aux Philippines, c'est comment? Quand tu découvres les Philippines pour la première fois, c'est une baffe dans la figure. C'est joli, c'est sauvage, il y a 7000 îles. Et chaque fois que tu vas sur une île différente, tu as l'impression d'arriver dans un pays différent. Ils ont des cultures différentes, des cuisines différentes, parfois des dialectes différents. Un truc que tu remarques chez les Philippins, c'est leur accueil. Les gens sont accueillants, toujours de bonne humeur. C'est le peuple, à mon avis, le plus résilient sur Terre. Quand tu regardes tous les typhons, tous les désastres naturels qui se ramassent chaque année, et ils en sortent toujours avec le sourire, toujours accueillant, toujours essayer de garder l'aspect positif. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué dans les Philippines. Et puis aussi, ces montagnes de verdure, c'est super, quoi. T'as la mer d'un côté, la montagne de l'autre côté. La baie de Mati, qui est réputée une des plus belles baies du monde également. T'as Camiguin, qui est une île magnifique. Pour moi, c'est la plus belle île des Philippines avec tous les volcans. C'est super nature. Ouais, t'as de tout aux Philippines, t'as de tout. Les gens qui aiment bien un peu faire la fête, ils vont plutôt aller du côté de Boracay. C'est un peu la fête à l'excès un petit peu, mais bon, voilà. Les gens qui aiment bien ça attire ce type de tourisme. Les gens qui aiment bien l'écotourisme, ils vont trouver tout ce qu'ils veulent aussi ici. Des randonnées, tu trouves de tout aux Philippines. Et pour aller d'un endroit à l'autre, c'est pas facile. Tu remarques, pour aller, si tu vas aller à Si on peut y aller en avion, ça va.
Mais Voilà. s'il y a Mais pas alors, d'avion... voilà. Bah, des fois, tu n'as pas le choix hein, pour aller d'une île à l'autre. Tu es obligé de prendre l'avion. Mais tu as encore parfois, quand les îles ne sont pas trop éloignées, tu as les petites bancas qui font les traversées sur quelques heures ou même plus, qui est aussi un moyen de visiter, qui est un peu plus écologique que prendre l'avion pour faire 1 heure de vol, quoi. D'accord. Et ici, quelles sont les activités à Moldon? Alors à Moalboal, il y a quand même pas mal d'activités maintenant que l'on peut faire. À la base, c'était vraiment tout ce qui était scuba, apnée. On est quand même pas loin de Smenia Peak. Donc là, c'est des sentiers de randonnée. On peut faire ça en vélo. Il y a certains maintenant qui commencent à organiser ça en trike ou en moto. Donc c'est pas mal aussi. Alors j'ai vu qu'il y avait depuis pas longtemps maintenant du parachutisme. Quand même quelques années qui font du parachutisme du côté de Bantayan. Donc voilà, toutes les cascades, il y a énormément de cascades, j'en ai fait quelques-unes ici, je sais bien qu'il y en a encore plein que j'aimerais bien voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Mais elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres, et c'est chaque fois des randonnées où tu te perds un petit peu dans des petits chemins, dans la verdure, dans la jungle, tu peux voir les insectes, les animaux et tout ça, c'est assez impressionnant. Ceux qui aiment bien la nature, faire des photos magnifiques, tu vas trouver ton compte aussi bien en mer, sur terre, qu'en allant vers les montagnes. Et si on aime la nightlife, la vie nocturne? Alors la nightlife, je mentionnais tout à l'heure Boracay, c'est vraiment l'endroit. Ici, Moalboal, aussi, ça commence tout doucement. Je vois qu'il y a quand même de plus en plus d'endroits à la mode où les gens aiment bien aller boire un verre, jouer à billard, faire la fête. Bon, voilà, ça se développe, hein, c'est quand même touristique pour ça. Donc, Non, je m'étais demandé personnellement, est-ce qu'il y a un club ici? Et puis, j'ai pas vu de club sur Google Maps. non, mais il n'y a pas vraiment un club, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Blue Mango, là, un peu plus loin, sur 2 étages. C'est aussi un Français qui tient ça. D'accord. Donc, voilà, Je note. c'est un peu l'endroit pour sortir. Il y a quelques petits bars sur la plage, bars-restaurants, qui sont assez sympas aussi. Ouais, c'est pas énorme, hein, je veux dire, il y en a quelques-uns, mais ça se développe, doucement, ça se développe. Et c'est bien, ça attire un petit peu les gens, parce que moi, voilà, ils vont aller plonger, et puis le soir, ils vont aller au resto, ils ont envie d'aller boire un verre, ils vont boire un verre. Et la bonne chose, je trouve, c'est que ça ne finit jamais très très tard. En semaine, vers 10h30, 11h, en général, ça se termine. Le week-end, on a un peu plus de monde, les gros bars terminent vers 1h, 2h du matin, ça fait un peu plus de bruit. Ça entraîne un peu plus un autre public, on va dire, un public de chauves-souris. Ils sortent la nuit et ils dorment le jour. Donc, bon, voilà. Il y a une grosse communauté d'expatriés ici, c'est ça? Notamment francophones. Ouais. À la base, il y a beaucoup de Suédois. Quand on est arrivé, il y a beaucoup de Suédois. Donc, il y a quelques Suédois qui étaient venus ici, qui ont acheté pas mal d'endroits et qui ont développé leur business. Et puis maintenant, effectivement, on constate depuis une dizaine d'années, un peu moins, qu'il y a pas mal de francophones qui s'installent. Donc, qui créent des petits business, des restaurants, des hôtels, glaciers, des boulangeries. Donc, les Français, les francophones arrivent un peu avec leur savoir-faire, avec leur qualité, qu'ils amènent là aux Philippines. Les étrangers peuvent un peu découvrir aussi cette qualité. Tout en gardant, je veux dire, l'esprit philippin. Parce que comme aux Philippines, il faut un peu montrer, ben voilà, on est aux Philippines, on n'est pas en France ici. Donc, Quel conseil tu donnerais à un occidental qui voudrait s'installer aux Philippines? faire son plan en avance. Voilà, c'est pas en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois qu'on se décide. Et voilà, je vais aller aux Philippines. Voilà, pourquoi faire? Quel est mon objectif? Déjà, avoir une idée bien en tête. Et quelles sont les opportunités? Alors, il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de gens, ils ont travaillé toute leur vie et la vie en France, la vie en Europe commence à devenir excessivement chère, on le sait. Hein. Donc, il y a des gens, je vais partir en Asie parce que là, au moins, je ne dois plus payer de chauffage pendant l'hiver. La location me coûtera bien moins cher que chez moi. Donc, même si les prix augmentent très très fort ici, on est quand même bien en deçà de ce qu'on a en France. Ils viennent dire, on va faire la retraite, on va faire notre retraite, on touche notre pension ici aux Philippines et on vit peinard, sans excès, voilà, en profitant de la vie. Peut-être même des gens qui viennent 6 mois par an pendant l'hiver, ils sont ici et le reste du temps, ils rentrent en France. S'ils ont un logement. S'ils n'ont pas de logement, il y en a qui laissent tout tomber, qui viennent ici. Il y en a qui viennent refaire leur vie ici. D'autres
un peu comme moi, qui ben voilà, les Philippines, c'est magnifique, j'adore l'endroit, la mer, c'est génial, je suis tombé amoureux de la mer, donc j'ai envie de créer un business. Voilà, j'ai une idée, j'ai un projet, comment le faire? Et voilà, c'est toute la démarche pour y arriver. Donc prendre le temps, on dit voilà, comment, combien ça coûte, avocat, les démarches administratives, voilà. Au plus on a d'informations à la base, au moins de problèmes on aura. Et malgré tout, il y aura toujours des tuiles qui vont tomber, quoi. Avoir un budget, parce que c'est pas donné non plus, la vie n'est pas aussi chère que chez nous, mais bien, tu dis voilà mon budget, voilà combien je vais pouvoir tenir, et le business que l'on crée, ça va pas être florissant après une semaine. Il faut le temps de le développer, il faut le temps de le faire grandir, il faut le temps de le mûrir. Et la première année, même les 2 premières années, en général, on commence un peu, on fonctionne avec les petites erreurs. On fait une erreur, ok, on va faire autrement. Et on se cherche un petit peu pour avoir, ok, on a une formule qui fonctionne, on continue. Ouais. Donc il faut prévoir combien par mois? Ça dépend. Tout dépend du niveau. Ça dépend du business. Ça dépend un peu du business. Je n'ai pas de montant en tête. Le temps de tenir. Pardon? Le temps de tenir. Ouais. Ça dépend du... Voilà. Tu vois, voilà, les locations, par exemple, tu peux trouver quelque chose à 8000 pesos par mois avec standard philippin, pas d'airco, un fan, hutte en bambou. Voilà, c'est bien pour commencer, mais tu t'en lasses vite. Hein, oui. Donc, et après, si tu veux des logements un peu type western style, on va dire, bah, il faut compter facilement entre 300, 400, 500 euros par mois quand même. Pour 2 chambres avec airco, la salle de bain, tout ça. Avoir un peu plus d'aisance. Hein. Voilà. C'est bien de vivre dans une hutte, une cabane pendant quelques mois, mais à un moment, bah, tu as envie d'avoir un peu plus d'espace et tout ça. Voilà. Sans vivre non plus dans le super luxe qu'on a chez nous. Donc, il faut savoir, bah, les gens qui viennent aux Philippines, ils vont devoir un peu mettre à la baisse leur niveau leur standard. Ah oui. Ouais. Sauf si tu as le budget et que tu te dis, bah voilà, je prends quelque chose qui est pas mal, je vais mettre l'argent pour avoir un bon logement, bah, voilà. Dans ce cas-là, oui. Si l'argent n'est pas un problème, tu peux y aller. Mais si c'est vraiment, tu dois réfléchir à tous les mois pour ne pas dépenser trop, voilà. Eh ben, merci beaucoup pour l'interview.